Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brut e-commerce. Alors on est dans ce nouveau type de format qui date de la saison 2, qui n'est plus un format en entretien mais un format en assemblée. Lors du dernier épisode j'avais 2 marques avec moi, cette fois-ci j'ai 3 personnes qui m'accompagnent. Je suis dans cet épisode avec Larry d'Almé Paris, salut Larry. Avec Lucas de Cuisse de Grenouille et For Life, du coup les 2 marques dont on aura l'occasion de discuter. Et enfin le bon Pierre qui a monté la boîte One Pilot dans laquelle je suis investisseur aussi. Et donc on est ensemble aujourd'hui pour parler du sujet du service client au sens assez large. Donc on va pouvoir parler à la fois de support, parce que je vais vous laisser vous présenter, mais il y en a dont c'est l'expertise première ici, et à la fois du sujet global du service client et comment est-ce qu'il est abordé dans chacune de vos entreprises. Alors je vais commencer par vous laisser chacun vous présenter en commençant dans l'ordre alphabétique. Donc nous avons 2 L. Larry, je te laisse. Alors pour cette petite présentation, vous pouvez évidemment vous présenter votre marque et ensuite expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous le service client, le support client, comment vous voyez ça. D'accord, donc je me présente, je m'appelle Larry, j'ai fondé une marque qui s'appelle Almé. Almé, c'est une marque de prêt-à-porter inclusif, c'est-à-dire qu'on taille du 36 au 54, exclusivement pour les femmes. On est né en 2018 et on a rencontré une très grosse croissance de chiffre d'affaires et de volume ces 2 dernières années, et on a été évidemment confronté à ce qu'on ne connaissait pas les 2 premières années, c'est-à-dire l'explosion de notre problématique SAV, sous toutes ses formes, que ce soit par tous les biais, mail, WhatsApp, téléphone, mais évidemment aussi les réseaux sociaux, et surtout à la sanction immédiate qui est la conséquence. Voilà, quand le service client déconne, quoi. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, j'ai rencontré il y a 3 ans maintenant Pierre et One Pilot, qui aujourd'hui assure le 90% du SAV Almé, et on pourra en discuter tout au long de cette réunion, de cette rencontre. Alors moi, je m'appelle Lucas, j'ai créé 2 marques. Donc j'ai créé une marque il y a 10 ans avec mon frère Séverin qui s'appelle Cuisse de Grenouille, qui se repose sur un business model plutôt classique. On revend sur notre site internet, on revend dans nos propres boutiques et on revend chez des revendeurs tels que des grands magasins, des concept stores à différents endroits du monde. Et il y a 4 ans, j'ai créé la marque For Life dont le concept repose à 100% sur la précommande, donc marque de prêt-à-porter pour hommes en précommande. Tout ça dans le but, d'en finir avec la surproduction, donc d'avoir une marque responsable et d'avoir, un peu en contradiction avec ma première marque, une marque avec un business model simple, clair, efficace. Et l'expérience client, le SAV, c'est vraiment au centre de For Life, parce que comme je fais de la précommande, moi je livre toutes mes commandes d'un coup. Je fais des drops de livraison, donc je peux livrer 1000 commandes d'un coup. Donc du jour au lendemain, j'ai 1000 clients qui vont recevoir la commande et qui vont avoir des sujets de SAV avec moi. Donc moi, les choses arrivent d'un coup, et donc avec le temps, j'ai fait évoluer un peu ce département, et on en parlera plus tard, mais du coup c'est vraiment un gros sujet pour moi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre Lacha et je suis cofondateur de One Pilot, qui externalise tout ou partie du support client d'un peu plus de 180 marques e-commerce, comme Almé Paris, on a la chance de bosser avec eux, mais aussi Blissim, Smallable ou Alan, entre autres. On s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans avec mes 4 cofondateurs, avec pour mission d'associer des agents de support qui sont natifs, basés localement en Europe, pour répondre aux demandes des utilisateurs de mes clients. Première définition, j'ai introduit la notion d'un ticket de support client, qui est grosso modo toutes les interactions que vous pouvez, Lucas et Larry, avoir avec vos prospects et clients, que ce soit par chat, par mail, par téléphone, sur des réseaux sociaux, par fax, pigeon voyageur, ce que vous voulez. Et en fait, rien que ces 24 dernières heures, il y a un peu plus de 50 millions de tickets qui ont été créés. Et en fait, on est parti de cet enjeu-là avec mes associés, parce qu'on a été annonceur par le passé et qu'on a pas mal souffert à le faire avec des équipes internes, notamment sur des pics d'activité, ce que tu disais Lucas, à certains moments assez précis où on prenait un peu plus de flux et que les solutions d'externalisation existantes ne nous satisfaisaient pas entièrement. Donc voilà, aujourd'hui, One Pilot, on a un peu plus de 70 en interne, on a un peu plus de 500 agents actifs qui traitent les tickets de support de nos clients. Et puis voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à apporter des réponses extrêmement qualitatives à des tarifs défiant l'offshore, grâce à une association tech humain qui nous permet de maximiser l'efficience de mes agents. Ok, alors ce sujet du service client, je l'aime beaucoup parce que c'est un sujet sur lequel je suis très souvent exposé avec mes clients chez Kodak, mais que je connais très peu dans le détail. Donc en fait, je suis très intéressé qu'on commence cet épisode par vraiment détailler comment ça s'organise aujourd'hui un service client dans une marque. Moi, je vais te poser la question à toi, Lucas. Aujourd'hui, comment est-ce que tu as construit ton équipe pour répondre à toutes ces demandes qui, toi, en plus, sont très spécifiques, puisque si tu
si tu vends par drop comme ça. J'imagine que c'est pas la même architecture, donc tu peux nous en dire un peu plus? Alors donc moi, je suis organisé de manière très simple. J'ai une personne responsable de l'expérience client qui est au bureau, qui est assistée par un agent qui répond à des tickets toute la journée. Et après, j'ai un lieu physique qu'on a ouvert pour For Life où les gens peuvent venir essayer les produits, toucher les matières, choisir la bonne taille pour minimiser au maximum les retours et les échanges. Et j'utilise Zendesk pour à la fois gérer ce flux quotidien de mails entrants, de tickets entrants, et à la fois aussi pour automatiser les réponses sur des sujets hyper récurrents qui reviennent aussi hyper régulièrement. Mais aujourd'hui, Zendesk pour moi ça a été vraiment un tournant. Donc Pierre, je suis à l'écoute, mais aujourd'hui avec Zendesk ça se passe plutôt bien parce que j'ai automatisé un maximum de trucs et par rapport au flux que j'arrive à gérer les tickets qui rentrent. Ok. Alors le truc qui m'a pas mal... En fait, le service client, moi je voyais beaucoup ça dans une marque e-commerce comme un coût nécessaire. C'est-à-dire le truc, tu vends des trucs, t'es obligé de payer parce que tu sais que t'as des gens qui vont avoir des questions, etc. Mais en fait, le truc qui a pas mal changé ma façon de voir le truc, notamment quand j'ai parlé avec Pierre, c'est de comprendre que c'était aussi... En fait, tu peux voir le truc de l'autre façon. C'est-à-dire que c'est un vecteur de croissance. Ton truc, ça peut être, tu peux faire rentrer du chiffre d'affaires grâce à ton service client et une bonne expérience. Autant sur les points de conversion que tu vas pouvoir choper en répondant à une demande, que sur le fait que quelqu'un va pas te renvoyer un produit quand tu lui réponds, que sur la rétention s'il a une bonne expérience. Enfin, en gros, ce truc-là, aujourd'hui, vous voyez ça comment, genre, le service client, vous dites, c'est un truc dans lequel je veux investir, une ressource? En fait, il y a mille et une façons de répondre à un client. Donc la question, c'est comment tu veux lui répondre, à quelle vitesse, par quel biais, est-ce que tu veux que ce soit un chatbot, est-ce que tu veux que ce soit un humain. Donc oui, effectivement, c'est un investissement, mais il y a aucune règle qui dit que quand un humain répond au bout de 10 minutes, eh bien ton chiffre d'affaires va être en croissance. Donc c'est quand même basé d'abord sur une conviction. Quel service client tu as envie de donner à tes clients? Moi-même, j'aime personnellement quand un humain me répond. Donc, évidemment, j'ai été plus naturellement vers ça. Pourtant, j'ai eu des tonnes et des tonnes de propositions de chatbot où on m'a dit, mais t'inquiète pas, le chatbot, tu nous fournis les phrases types, c'est exactement comme si un humain répondait. Mais moi-même, j'ai dû prendre une décision et je me suis dit, bon, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Est-ce que ma cliente que j'acquiers à coût de 30, 35, 40 euros, parfois plus, sur un réseau social, est-ce que j'ai envie de mettre son destin chez moi dans les mains d'un chatbot? Et à cette question, j'ai répondu non. Donc oui, je le vois comme un investissement, effectivement, et je prends tout le temps la mesure, si tu veux, de la qualité des réponses de OnePilot. Un petit peu malgré moi. Évidemment, il y a Trustpilot, évidemment, il y a les réseaux sociaux. De toute manière, moi, ce qui s'est passé, c'est que ma croissance a fait que très rapidement, en l'espace d'un mois, j'étais la marque chouchoute de toutes les body influenceuses et tout ça, à une marque qui ne répondait pas, qui ne remboursait pas. Et donc ça a duré 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, ça s'est totalement dégradé. Parce que je me suis aussi rendu compte que finalement, c'est une histoire de volume. Tant que tu as 50 000 par jour, c'est nickel. Tu prends 2 personnes que tu recrutes, tu formes pendant 2 semaines et ça va marcher. Effectivement, elles vont rentrer le soir, c'est bon, on a une box zéro. Le jour où tu arrives à 400 000 sur la journée, plus 250 coups de téléphone, plus 200 messages réseaux sociaux qui disent s'il vous plaît, répondez-moi, on n'a pas remboursé il y a 2 semaines une commande numéro 1 qui n'est pas arrivée. Là, tu te rends compte que c'est terminé, que c'est plus de la blague. Que ce qui se passe, c'est que si tu prends pas la mesure de ton problème, dans 3 semaines, tu n'existes plus. Parce que sous chaque publicité que tu vas publier, il y aura marqué vous êtes des bandits, n'achetez pas chez Almé. Et donc en 3 semaines, j'ai rencontré et j'étais totalement désorganisé, c'est-à-dire que moi j'avais un Gmail, j'avais 2 personnes sur un Gmail qui répondaient aux mails. Et j'ai rencontré Pierre qui m'a mis en contact avec une autre personne qui s'appelle Geoffrey qui a fait un boulot extraordinaire parce qu'il a fallu, moi j'avais pas Zendesk, donc ce Geoffrey en question m'a connecté de manière assez technique entre les équipes OnePilot et les équipes Almé. Puis il y a une formation, moi j'ai 3 personnes aujourd'hui en interne, dont une personne qui est réservée exclusivement à la relation avec OnePilot. Parce que je veux quand même, malgré toute la confiance que j'ai envers les agents de OnePilot, je veux pas me dire dans un an, merde, j'ai totalement délégué ça, je ne savais plus qui répondait quoi. Donc j'ai gardé quand même une personne qui est responsable de ça. Donc oui, c'est un investissement, mais encore une fois, c'est quand même basé sur une décision que l'entreprise doit prendre sur la façon dont il a envie de répondre à ses clients. Non, mais moi je suis complètement d'accord. Et pour moi, en fait, en ce qui concerne l'expérience client chez For Life, ça fait partie complètement du concept. En fait, c'est ce que je vends. Je vends un produit, mais je vends aussi une expérience client. Je pense que mes clients, quand ils viennent acheter chez For Life, bouche à oreille qui s'opère derrière, parlent beaucoup de l'expérience client. Donc pour moi, c'est en fait, quand je construis un produit, pour moi, tout va vraiment ensemble. Et effectivement, c'est clairement un investissement, mais moi, je le vois bien. Moi déjà, je suis une marque 100% digitale, mais j'ai un peu une extension avec ce lieu physique.
Et donc mes 2 personnes qui sont en boutique, ils répondent aussi ils répondent aux SAV qui concernent la boutique. Et voilà, ils connaissent. Nous, on a vachement de clients fidèles. On a vachement de récurrence et c'est clair que avoir quelqu'un au téléphone qu'on appelle par son prénom, qu'on connaît, dont on connaît les habitudes et tout, c'est de passer du temps, ce temps investi. C'est clairement il y a un retour, obligatoire. De mon côté, je suis évidemment complètement biaisé par le fait de considérer que le support est un poste d'investissement. Il a été longtemps considéré par le passé comme un poste de coût. Putain, j'ai des tickets de support client à traiter, ça fait chier de mettre des équipes dessus. Alors qu'en fait, aujourd'hui, t'as le contexte qui évolue pas mal. Ce que tu disais, Larry, le coût d'acquisition, les coûts d'acquisition sont juste monstrueux. Aujourd'hui, c'est 9 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de revendre à un client historique, tu vois. Numéro 1, numéro 2, l'importance des reviews, comme tu disais, Lucas. T'as notre Trustpilot qui est en fait fait foi la viabilité de ta vitrine, quoi. Et en gros, deuxième stat, c'est que j'ai halluciné quand j'ai vu ça, c'est 91% des Français qui ont contacté un service client l'année dernière et 60% en ont parlé à leur entourage, donc que ce soit en bien ou en mal. Et donc nous, l'approche qu'on a chez OnePilot, c'est vraiment de se dire que un prospect qui contacte ton support à 22h50 un samedi ou peu importe l'heure, c'est une opportunité de le transformer en client. Et donc ensuite de ça, c'est toute une équation qui dit ton retour sur investissement va être maximisé en fonction de la taille de tes paniers moyens, de ton repeat business, de ton niveau de marge, tu vois. Et c'est toute cette équation-là qui va te dire que en fait, je sais dire 1 euro investi en support client me ramène 3, 4, 5 euros sur le long terme parce que j'ai réussi à engager une vraie relation de confiance avec cet utilisateur-là. C'est intéressant ça, ce sujet de comment mesurer l'efficacité d'un service client. Je me souviens d'un webinaire qu'on avait fait ensemble, Pierre, où il y avait un nombre de ratios que je connaissais pas du tout sur l'efficacité, mais là tu parles d'un truc très simple qui est le ROI. Lucas, tu mesures le ROI de ton service client, genre chaque euro que tu dépenses, combien ça te rapporte, c'est compliqué à mesurer, non? Ouais, non, franchement aujourd'hui c'est impossible à mesurer, mais ce que je mesure c'est la satisfaction client en fait. Je le mesure pas techniquement, mais je le vois bien. Nous en fait, le service client, l'expérience client, c'est vraiment au centre de For Life. Toutes les semaines, on se fait un point hebdomadaire où on reprend le service client, on montre à toute l'équipe les meilleurs mails, les plus mauvais mails, les situations compliquées à gérer. Enfin, c'est vraiment un truc pour nous qui doit être au centre de For Life, parce que on vend un concept quand même où t'achètes un produit en janvier et tu vas le recevoir en avril. Donc il faut quand même un sacré service client pour adoucir ce truc là, quoi. Donc ouais, non, je le mesure pas, mais en revanche ce que je mesure c'est la satisfaction des clients, c'est les gens que mes équipes croisent en boutique, voilà, qui nous font des super commentaires. Et puis on fait régulièrement des questionnaires qu'on envoie à toute notre base client sur plein de sujets différents, et puis souvent on leur demande un peu une question ouverte: est-ce que vous avez un truc à rajouter, un truc à nous dire, et voilà, sur 1000 personnes qui vont répondre, on va en avoir une grande majorité qui vont nous mettre un message d'eux-mêmes écrit pour nous dire que c'est vraiment génial, que l'expérience est au top. Et donc ça, voilà, ça parle, quoi. T'arrives donc le petit questionnaire que t'envoies, c'est un questionnaire c'est un CSAT, grosso modo. En fait, je fais pour chaque produit, pour chaque commande, 2 semaines après la réception du produit, je fais un questionnaire de satisfaction. Et après, moi, ponctuellement dans l'année, je fais des questionnaires sur qu'est-ce que vous voulez qu'on développe comme nouveau produit, sur qu'est-ce que vous pensez justement de notre expérience client, on fait des questionnaires ponctués dans l'année sur plein de sujets différents. Tout le temps, ce questionnaire, le but qu'il a pour nous, c'est de sentir un peu la satisfaction générale. Et effectivement, ce que tu disais, Larry, tout à l'heure, moi je l'ai un peu vécu, où quand on a commencé à lancer la marque, la première vente qu'on a fait, c'était des blousons en cuir. On a livré 500 pièces, donc du jour au lendemain, en fait, nous on était habitués à vendre des pièces tout au long des semaines, des mois, et là on livre 500 pièces d'un coup. Donc on a 500 personnes qui reçoivent leurs pièces, où il va y avoir des problèmes de taille, de retour, d'échange. Voilà, au-delà de ça, moi je dois gérer les échanges de taille, de retour, et comme je fais de la précommande et que je ne produis que le nombre de pièces commandées, souvent je dois faire matcher les retours ensemble. Donc voilà, c'est vraiment c'est un peu technique, quoi. Est-ce que juste, Pierre, tu peux expliquer ce que c'est qu'un CSAT? Un CSAT, c'est le Customer Satisfaction. En grosso modo, à chaque fois que tu interagis avec un support client, tu as de temps en temps, toutes les marques ne le font pas, tu reçois un petit questionnaire: est-ce que tu peux
mettre une note de 1 à 5 ou mettre X étoiles sur l'expérience que tu as eue. Et en fait, là-dessus, donc il y a plusieurs points. C'est numéro 1, certaines marques veulent limiter les interactions qu'elles ont avec leurs utilisateurs. Donc, ils limitent au maximum ces questions-là. Et deuxième écueil, c'est qu'en fait, tu as une différence entre ton CSAT produit et ton CSAT support client. La personne au support peut avoir fait un job magnifique, une réponse personnalisée en moins d'un quart d'heure, un samedi à 23h, super experte, en faisant référence au produit commandé avant. Si ton produit déconne, et donc dans le produit, je mets tout ce qui est enjeu livraison, etc., ce CSAT-là peut être biaisé. Donc c'est un truc que certains mesurent, et donc comme autre indicateur, tu parlais, Larry, de Trustpilot, qui fait vraiment foi pour moi et qui regroupe tout. Tu as ce CSAT-là, qui est demandé par certains. Tu as évidemment les audits internes que les équipes vont faire des tickets en fonction de leur grille de lecture, donc personnalisation, temps de réponse, orthographe, syntaxe, etc. Temps avant première réponse, donc en combien de temps je m'engage à offrir une réponse à quelqu'un qui me contacte, et surtout sur quelle plage horaire, est-ce que je suis ouvert que en horaire ouvré ou non ouvré. L'autre KPI que j'aime bien, c'est le One Touch Resolution, donc c'est combien de demandes sont résolues en un message. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on a envie de réduire ce truc-là pour que tu réduises évidemment le nombre d'interactions que tu as avec quelqu'un et que tu sais que tu as ta réponse en réel, quoi. Non, pardon, non, mais du coup, ça impacte le ROI parce que nous, on est confronté à ça énormément. C'est-à-dire que quand moi, de temps en temps, je vais voir Zendesk et que je me dis l'agent a tout fait pour répondre en une fois, mais que la cliente insiste ou que le message parfois n'est pas clair. C'est-à-dire que dans mon cas, l'agent de Winepilot, il fait les mêmes erreurs qu'aurait pu commettre quelqu'un chez moi. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, il est complètement con. Et en fait, non, parce que tu te dis, quand moi, j'avais en interne mon service client, j'avais aussi ce type d'erreur-là. Donc, c'est vrai que ça, pour le ROI, c'est très important. C'est-à-dire que ce que vient de dire Pierre, c'est déterminant. C'est déterminant pour justement calculer la rentabilité. Mais après, je voudrais rajouter que moi, j'en suis même pas, par exemple, à cette histoire de ROI sur une réponse, puisque la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si je réponds mal ou si je réponds pas. Et en fait, c'est ça mon truc, c'est que c'est une charge qui est qu'on ne peut pas éviter quand tu es e-commerçant. Parce que moi, j'ai eu des clientes à l'époque où on a un peu galéré au mois de mai, j'ai des clientes qui nous appelaient en disant « J'ai hésité pendant 2 semaines avant de passer une commande chez vous parce que j'ai lu les avis qu'on disait sur vous. » Mais quand tu entends ça au bout de 3 ans, quand on est au point de faire à ce point-là hésiter une cliente, tout ça parce que tu es désorganisé, il n'y avait même pas un manque de volonté, c'est que le volume a été tellement important dans un espace-temps tellement court que on était désorganisé, et quand j'ai commencé à comprendre, si tu veux, que je perdais des ventes, en réalité encore il y avait certaines clientes qui avaient le courage de l'avouer qu'elles avaient hésité, mais il y en a aussi il y a toutes celles que je ne connais pas. À ce moment-là, le ROI n'avait plus aucune importance, ça faisait partie incompressible de mon business, c'était comme fabriquer des vêtements, il fallait que quelqu'un réponde systématiquement à mes clientes et les rembourse systématiquement au bout d'une semaine. Donc le ROI évidemment est important parce que c'est une histoire de trésorerie, mais le plus important c'est de ne pas engendrer trop de critiques sur les réseaux sociaux trop rapidement. Je voulais te demander, Pierre, tu nous as mentionné pas mal de métriques pour peut-être les gens un peu moins experts qui écoutent cet épisode. Comment tu les classerais par ordre d'importance? Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Je te donne 10 e-commerçants qui arrivent et qui te filent leur métrique. Comment tu veux savoir celui qui est bon en service client? Voilà, là, j'en sais rien du tout, c'est impossible. Ça dépend trop des business. Tu vois, mais c'est trop dur. Je sais que c'est comme quand on me demande c'est quoi un bon ROS, hein. Je sais que c'est une question chiante, mais... En fait, t'as 2 trucs. C'est numéro 1, est-ce que ton service client te coûte quelque chose? Tu vois, c'est un peu ce que disait Larry. C'est, est-ce que j'ai peur, entre guillemets, que les gens interagissent avec moi en mode, je vais avoir une mauvaise image, je vais avoir une mauvaise expérience? Ou est-ce qu'au contraire, tu incites au contact, tu vois, tu invites les gens à te contacter parce que tu te dis que de la même manière que quand tu rentres dans une boutique physique et qu'on t'accueille avec un petit café ou peu importe, tu vas créer du lien avec la personne qui va passer commande, qui va repasser commande, qui va en parler autour d'elle, et que c'est exactement ce que disait Lucas. Donc pour vraiment juger d'un bon service client, ma définition d'un bon service client, mais encore une fois c'est vraiment tout à chacun, c'est une réponse qui est réactive. Donc c'est un support qui est capable d'offrir une réponse par mail ou sur les réseaux sociaux en moins de 1 heure et par chat et téléphone en moins de 2 minutes. Un bon support, c'est un support qui est efficace, donc c'est des réponses appropriées qui apportent de la valeur. Donc tu parlais, Lucas, d'avoir un bon outil de ticketing, Zendesk, Gorgias, etc. Ça permet de faciliter la collaboration entre agents,
de faire le lien avec ton back-office et d'avoir un maximum d'historique sur les demandes pour la personnaliser au maximum. Et enfin, un bon service client, c'est un service client qui répond, c'est notre mission chez OnePilot, mais vraiment en 24/7, quoi, à partir du moment où tu sais que la majorité des actes d'achat sont faits le soir et le week-end. Et donc, ça paraît impensable de pas avoir de vendeur dans une boutique physique. Pour nous, c'est pareil dans une boutique virtuelle. Donc, une fois ce contexte-là mis, je vais te dire que ça va être un mix entre ta note Trustpilot, ton CSAT, tes notes d'audit des tickets internes, ton temps avant première réponse, ton taux d'escalade, tu vois le nombre d'escalades qui sont nécessaires faites par un agent pour solutionner le problème de la personne et ce taux de one touch resolution, donc combien d'interactions sont nécessaires avant que le support client de la boîte me règle mon problème. Et encore une fois, tu vois, certains business models font exprès de maximiser les interactions qu'ils ont avec leurs utilisateurs parce que chacune est une opportunité de retenir le client un peu plus longtemps ou de maximiser sa LTV, etc. Si je devais en retenir que quelques-uns, ça serait cela. C'est une excellente réponse. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien aimé. Je voulais vous demander quels étaient, en fait, si vous deviez... vous êtes tous lancés il y a un certain temps et vous deviez donner une petite cheat sheet. Donc, c'est-à-dire vous avez le droit à un recto d'une feuille au démarrage. Et vous savez que vous allez faire plein de conneries sur le service client et vous voulez l'en informer et dire attention, fais pas ça. Vous lui donneriez quoi? Vous m'écririez quoi sur cette petite page? Je dirais que tout est une question de volume d'abord et que c'est pas parce qu'il a répondu à 2 mails ce matin et 2 cet après-midi qu'il va pouvoir répondre à 200 mails et 2000 mails. Et donc je lui dirais que c'est exactement ce que je me dis encore aujourd'hui, au mois d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je dis Larry, ok, tu as passé la première vague. Demain, si tu as une ambition de croissance de faire x2, donc ça veut dire que tu auras peut-être x2, voire x3 en termes de contact entrant. Et donc prépare-toi à la scalabilité de ton SAV. Donc tu as 2 combats. Il faut qu'on puisse répondre à ta cliente, mais il faut aussi que tu puisses répondre à une cliente comme à 10 000. Et c'est ça mon obsession. Parce que je t'avouerai qu'en interne, T'avais 2 écoles. T'en avais qui disaient mais oui mais non, on peut encore recruter une stagiaire et puis une alternante ou un alternant qui pourra répondre aux mails le soir ou qui pourra... Oui d'accord, mais à combien de mails il va répondre? À une quarantaine, une cinquantaine, allez, une 70, il finit à 20h. Qu'est-ce que tu fais si tu en as 140, 200? Il sera débordé. C'est mathématique. Si tu as une croissance, si tu as une ambition de croissance, mathématiquement, à moins de faire un call center, c'était une option. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire comme OnePilot, mais que pour Almé. Je vais me faire un call center, il y aura 50 personnes avec un turnover de malade, 50 ordinateurs. Enfin, il était hors de question. Comme j'ai pas voulu toucher à la logistique, je l'ai externalisé. De la même manière, c'est pas mon métier de faire du SAV. J'ai pas envie d'avoir 40 personnes qui me demandent qu'est-ce que je dois répondre. Il y a un échange, il y avait un trou dans la couture. Non, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de vendre des vêtements pour toutes les tailles, et c'est ça mon métier. Et voilà. Donc, je dirais attention à la scalabilité. Ce qui est vrai pour 1 n'est pas vrai pour 100. Ok. Je veux dire, du coup, en fait, le truc qui me vient en tête, c'est t'es condamné, tu penses, à externaliser ton service client à un moment? Je vais vous faire une confidence. En fait, à chaque fois que je reçois un mail du service client, moi, mes réunions sur le service client, c'est je me dis aucun mail ne devrait arriver au service client. Parce que par exemple, là, j'ai lancé, moi aussi, j'ai une partie en précommande et j'avais, il y a 3 jours, 200 personnes qui ont demandé, on comprend pas bien où se trouvent les dates de réception des précommandes. Bon, mais quand j'ai 200 personnes qui me disent ça et que derrière, je reçois la facture OnePilot pour 200 questions comme ça, la première chose que je fais, c'est que j'appelle ma graphiste, mon développeur, je dis écoutez, mettez-moi ça en panneau géant sur le site, je veux pas qu'on me contacte pour qu'on me demande quand les précommandes vont arriver. C'est évident que s'il y a une précommande, il faut que la date soit visible. Bon, mais 1 minute après ou 10 minutes après, eh bien, la date était visible et tu vois la courbe de ce type de demande, elle a fondu. Et je me le fais pour chaque... mon but, c'est que OnePilot ne puisse plus répondre à aucune demande. C'est-à-dire qu'il faut être tellement complet dans l'information, évidemment c'est un but. Mais donc externaliser, pas externaliser, pour moi c'est pas le sujet. C'est d'être tellement clair dans l'information qu'il n'y ait plus à contacter le service client. C'est ça mon mindset. Bah, tu m'as un peu, tu m'as un peu devancé. C'est en fait c'est ce que je voulais dire quoi. C'est que le service client, s'il est là, c'est parce que tu as mal fait ton boulot à la base quoi. Si on te demande comment tu as été produit, ça veut dire que ton guide détail n'est pas bon. Si on te demande quand est-ce que tu vas être livré, ça veut dire que l'info est pas bonne. Si on te demande comment ça se fait que le bouton il s'est défait au bout d'un jour, ça veut dire que ton produit est défectueux. Enfin, donc je pense que c'est hyper important déjà d'avoir un bon produit et au sens large du terme, d'avoir un bon produit, un bon site internet, une bonne explication et se mettre à la place du client quoi. Donc ça c'est clair que ça
c'est clair que c'est un truc que j'ai appris. Et ce que tu racontais, Larry, il y a 2 secondes, je l'ai vécu des tonnes de fois, des gens qui posent 50 fois la même question et tu te dis, bah ouais, effectivement, l'info, elle est compliquée à trouver, quoi. Ça fait 3 ans qu'on me demande si on peut faire un échange. Il n'y a pas d'échange chez Almé. Je veux dire, je crois que 20% de ma prochaine facture OnePilot, c'est de répondre non, nous ne faisons pas d'échange. Et quand je vois ça, je me dis, je vais voir mon équipe, je dis, mais c'est quand même dingue. Je veux dire, mettez-le en gros, quand on fait pas d'échange, c'est pas grave. Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de monde qui demande si on fait des échanges? Donc ça, c'est vraiment le petit jeu du chat et la souris. C'est qu'il faut essayer d'avoir une information claire. Et comme dit Lucas, il a raison. C'est-à-dire que si ton produit, c'est aussi une remontée produit. Moi, quand je livre 2000 robes vert kaki et que sur les 2000, il y en a 800 qui ont dit qu'il y avait une couture ou un bouton qui a sauté, la première chose que je fais, c'est aussi que je vais corriger ce produit-là. Donc c'est aussi une remontée d'information pour le produit lui-même. Ça, c'est très important aussi, c'est vrai. Et toi, tu fais pas d'échange? Je fais pas d'échange, non. Tu vois, j'essaye. Alors c'est la seule chose que je me suis autorisé, c'est je ne fais pas d'échange. Et je me le suis autorisé parce qu'à l'époque, je voyais que Cézanne, qui était déjà dans une très très grosse croissance, arrivait à assumer qu'elle faisait pas d'échange. Et je me suis dit bon. Et quand j'ai compris, au début, je faisais des échanges parce que je me dis je vais contenter tout le monde. Et dès l'instant où j'ai compris ce que c'était un échange en termes informatiques, logistiques, financiers, j'ai arrêté. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on fait. Et tu fais pas d'échange, mais les gens, ils peuvent retourner et recommander. Je leur rembourse et puis ils reprennent le cours de leur vie, quoi. Donc s'ils veulent repasser une commande avec grand plaisir, mais il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas un échange logistique, quoi. Il y a pas. Je préfère rembourser que de me farcir tout le process logistique d'un échange. D'expérience, là, vous en parlez en fait assez naturellement. C'est quoi les trucs les plus chiants dans le service client, genre les requêtes qui reviennent tout le temps et qui sont soit inévitables, soit qu'en fait on peut les éviter, mais il faut juste le savoir. Moi, j'ai un souci sur la précommande, c'est que moi, je suis entre les clients et mes fournisseurs. Et surtout dans le monde dans lequel on vit, et je pense que Larry, il me comprendra très bien. C'est hyper compliqué en ce moment, la production, les délais de livraison, les prix, enfin je pense que tout est un peu chamboulé et dans plein d'autres secteurs d'ailleurs, mais dans le textile c'est assez compliqué. Et du coup moi j'annonce toujours une date de livraison et il peut arriver que j'ai du retard. Et donc c'est toujours un truc que j'assume, je préviens toujours mes clients, mais forcément quand tu achètes un truc que tu attends 3 mois et qu'on te dit que tu vas attendre 3 mois et demi, ça peut créer des grosses frustrations. Et donc ce qui est chiant dans l'expérience client, ce qui est chiant à gérer, c'est que si nous on était fabricants, si on fabriquait nous-mêmes nos vêtements et qu'on était à la base de tout, on pourrait assumer, enfin on n'aurait aucune frustration parce que ça serait de notre faute, point barre. Et sauf que là on est à moyen de la chaîne, on a tous nos clients, parfois on peut avoir une déferlante de clients qui sont pas contents, du coup on les déçoit, du coup c'est complètement dans l'inverse de nos valeurs, mais en même temps on n'y peut rien. Parce qu'en face de nous, on a un fournisseur qui va nous expliquer que le coton est arrivé plus tard, que du coup il a été tricoté plus longuement, que la teinture a pris du retard. Enfin en gros, ça a l'air con, mais faire un pantalon, c'est hyper compliqué. Il y a plein d'acteurs. Il y a le teinturier, le mec qui fait le tissu à la base, le mec qui fait le fil, le mec qui fait le lavage, la livraison. Enfin, bref. Mais du coup voilà, ce qui est chiant en fait, c'est d'être frustré d'avoir de temps en temps des clients qui sont un peu déçus et d'être frustré de rien pouvoir faire, quoi, de pouvoir juste dire d'expliquer, d'essayer d'être vachement. C'est ce qu'on fait en fait. On essaye d'éduquer aussi vachement les gens pour leur expliquer à quel point c'est compliqué d'approvisionner un produit de A à Z et que voilà, parfois il y a des aléas, quoi. Et proactivement, tu arrives à m'alerter moi, enfin utilisateur final, parce que je comprends que ce soit super complexe de ton côté, mais je me mets côté utilisateur, j'achète un truc, peu importe tes contraintes, en fait, tu m'annonces une date et j'ai envie que ce soit respecté, quoi. Et est-ce que tu arrives toi à anticiper, tu vois, ce qu'on essaie de mettre en place avec Larry, c'est anticiper des tickets. Donc c'est vraiment de la prévention, quoi. Donc c'est la petite campagne CRM sur le bon batch de gars qui ont fait la précommande de la robe bleue. Les amis, on a un poil de retard. Ou les amis, de manière super transparente, mon coloriste a un poil de retard et donc par définition ça impacte toute la chaîne. Carrément. En fait, ça encore une fois, c'est un truc qu'on a fait vachement évoluer, mais au début, on le faisait pas forcément. Donc on se prenait des déferlantes de gens pas contents qui étaient un peu mis sur le fait accompli. Et très vite, on a compris que c'était vraiment pas du tout le bon truc à faire. Et du coup,
maintenant, en fait, on a une page sur notre site internet qui s'appelle Suivi des précommandes, sur lequel tu as toutes les précommandes en cours et sur lequel on actualise le statut de la précommande. Donc, où ça en est la production, est-ce que ça a du retard, pourquoi ça a du retard, combien de temps ça a de retard. Et c'est une page que tu peux consulter. Quand tu tapes dans ta petite bulle Zendesk sur le site où en est ma commande, tu tombes direct sur cette page et tu as direct la réponse. Et après, dès qu'on a des retards, on envoie des mails à tous les gens qui ont commandé pour leur expliquer pourquoi il y a un retard, combien de temps de retard. Et c'est un truc qu'on actualise régulièrement et c'est pas intrusif parce qu'on envoie que aux gens qui ont commandé. Donc voilà, on n'embête personne d'autre. Et ouais, ça, on essaye d'être au maximum proactif parce qu'en fait, le pire pour un client, c'est de ne pas savoir, c'est de ne pas être au courant et à partir du moment où le client il fait l'action d'aller demander, c'est déjà perdu. Donc tu vois, si toi tu commandes un truc chez moi, que je sais que je vais avoir du retard et que je t'appelle pour te dire écoute voilà je suis désolé je vais avoir du retard, bah je sais qu'a priori tu vas me dire bah écoute il y a pas de problème je comprends. En revanche si tu me commandes un truc chez moi et que tu l'attends le 15 janvier et que le 15 janvier t'as toujours rien reçu, t'es pas prévenu, bah là tu vas être super vénère et je le comprends. Moi j'ai commis toutes ces erreurs, hein. C'est-à-dire que moi j'ai 40% de mon site qui est en précommande aussi depuis 2 ans et à l'époque j'avais du retard et je disais à mes équipes ne dites surtout pas qu'on a du retard parce que j'avais peur des remboursements, j'avais peur des demandes de remboursement et donc on se disait on va pas leur dire au pire bon, j'ai totalement arrêté. Maintenant, je suis prêt à prendre mon téléphone pour leur dire qu'il y aura du retard. Je préfère un remboursement dans un bonne et due forme qu'essayer en filou Voilà, c'est des erreurs que j'ai commises il y a 1 an et demi que je compte plus évidemment reproduire. Mais c'est typiquement, t'es tenté de cacher la vérité, même en tant que marque, parce que tu te dis qu'est-ce qui va se passer quand je vais dire que la robe de mariée que 3000 personnes ont commandée, ben, elle arrive un mois plus tard après le mariage, quoi. Donc là, t'es confronté à des trucs pareils. Tu te dis merde, j'ai commandé en plus les 3000 robes, je vais devoir toutes les rembourser. Par contre, j'ai remarqué que quand même tu peux hiérarchiser un petit peu ce qui rend nerveux les clients et je dirais que quand même ce qui rend le plus nerveux les clients c'est tout ce qui touche à l'argent. C'est-à-dire que c'est le remboursement, quoi. Moi je remarque que les clients, y compris moi en tant que client, une fois que ton argent n'est plus sur ton compte mais sur le compte de la marque et que tu dois le récupérer, pour une raison ou pour une autre, il faut que tu le récupères rapidement. Il faut rembourser la cliente. Parce que c'est ça qui fait qu'elle est tendue. C'est-à-dire que quand elle met 200 balles dans une commande, 300 balles dans une commande, qu'elle demande qu'une chose et légitimement d'être remboursée et qu'au lieu de rembourser comme tu le promets, comme nous on le promet en une semaine, tu la rembourses en 14, 20 jours, 18 jours, là ça l'attend. C'est pour ça qu'on a mis le paiement différé. Moi, si j'ai mis le paiement différé, qui aujourd'hui représente presque 30% de notre chiffre d'affaires, c'est uniquement parce que je préférais que mes clientes soient débitées plus tard parce que je sais qu'une fois qu'elles sont débitées, et notamment sur la précommande, ça devient plus tendu. Si elles sont débitées 45 jours après la commande, eh bien, même s'il y a une semaine de retard, quelque part, c'est moins grave que si elles avaient dépensé 300 balles pour une commande. Et donc, c'est ça qui est important. L'argent, c'est vraiment c'est ce qui tend le client au maximum, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une petite anecdote. Il y a 1 an et demi, on a vendu des pulls en laine magnifiques qui devaient être livrés en novembre et notre fabricant nous a plantés. Bref, il nous a dit voilà, je pourrais pas vous livrer là, je pourrais vous livrer que en février. Donc, on avait tout baqué le truc. Normalement, ça devait bien se dérouler, mais bon, on est tombé sur un fabricant avec qui on travaille plus aujourd'hui. Mais du coup, on a quand même produit ce qu'on devait produire pour février, mais avant de lancer la production, donc moi j'ai fait une vidéo en selfie destinée à tous les clients qui avaient commandé, pour m'excuser, pour expliquer vraiment l'objectif. Et ce que je mettrais il y a 10 ans sur la petite feuille, Théo, c'est toujours être au maximum transparent, quoi. Une faute, qu'est-ce que c'est le dicton? Une faute avouée à moitié pardonnée. Et en fait, donc dans la com qu'on a faite au moment de ces pulls, on a dit aux gens maintenant, voilà, vous avez 2 solutions. Soit on vous rembourse tout de suite. Soit vous acceptez d'être dans le bateau avec nous, parce qu'en fait, nous, on est un maillon de la chaîne, comme je disais tout à l'heure, et ce retard, il est pas de notre fait, mais bon, on l'assume. Donc, soit on vous rembourse, soit vous êtes dans le bateau avec nous et vous recevrez votre pull en février. Et on a eu un taux de remboursement ridicule, quoi. Donc, encore une fois, c'est ce que tu disais, Pierre. C'est à partir du moment où tu es proactif, tu es transparent tu te mets à la place du client, tu as un service client qui est au top. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, c'est hyper important, mais même si voilà, je serais heureux d'aller plus loin avec toi, Pierre, pour comprendre. Mais moi, c'est hyper important que le truc il soit en interne, que les personnes du SAV, elles sont, voilà, on est ensemble, quoi. Quand il y a un sujet, parfois on lève la main, on dit il y a un client qui dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
Et pour le coup, voilà, on est hyper proche de nos clients et voilà, on se met vachement à leur place. Je vais te défendre, Pierre, parce que s'il y a un truc on peut reprocher des choses à OnePilot, mais j'avoue que j'étais comme toi, hein, je suis dans le même, je sais pas quelle taille a ta boîte, mais bon, pour moi aussi, j'avais cette obsession que la personne qui soit dans mon SAV soit dans mon bureau à côté de moi. Et je me suis dit jamais je pourrais transmettre. Ça dure un mois. Non, mais franchement, c'est-à-dire que et ce qui est génial avec OnePilot, et je pense que ça fait tout, et je pense que c'est ça qui m'a fait partir avec eux, c'est les intermédiaires qui sont, j'imagine, des managers, quoi. Il y a en fait c'est pas entre toi et la personne qui répond au mail, parce que ça aurait été la grosse galère. Il y a pour le coup, nous on a deux personnes qui supervisent le compte Almé, et j'ai l'impression qu'ils bossent chez Almé, sincèrement. C'est-à-dire que c'est eux mon point de contact. L'agent, à la limite, il m'intéresse pas. Moi, mon point de contact, je le vois une fois par semaine, ou mes équipes le voient une fois par semaine, et en fait c'est comme s'il était à côté de moi, et ça a duré 3 semaines, et je peux dire que pendant 2 ans j'ai dit hors de question, le SAV c'est à côté de moi, je veux entendre les conversations, je veux appeler la cliente, enfin, et en fait non, je crois que c'est une croyance, enfin c'est ce que je pense moi, et c'est mon expérience personnelle là. Je suis ému là. Je le dirais pas si je le pensais pas, et j'aurais d'ailleurs pas continué, mais ça c'est ça. Non, parce que j'ai reconnu dans Lucas exactement ce que je disais, ça ne pourra jamais être autrement qu'à côté de moi, et en fait si. En fait, on avait exactement la même conviction que vous, et donc je vais pas survendre OnePilot, mais on a été annonceur et on a vraiment galéré à le faire en interne. Et l'externalisation, enfin l'état de l'art du moins, c'était des agents qui étaient basés assez loin de l'endroit où le ticket était créé, tu vois. Donc compliqué de te mettre dans les bottes de quelqu'un qui utilise une trottinette qui est en retard au taf, ou quelqu'un qui a acheté ce super pull en coton que tout le monde veut, mais bon, malheureusement, voilà quoi. Donc c'est des agents qui sont utilisateurs de ta solution assez schématiquement qui vont te répondre. Et numéro 2, c'est vraiment la transparence, tu vois. Donc te faire remonter les feedbacks que dans telle ou telle Europe, peut-être qu'il faudrait mettre des poches, ou que sur ton site internet, l'onglet précommande sur ce produit-là est pas assez apparent, tu vois, pour vraiment que tu puisses faire de la prévention et te servir de ton support sans avoir besoin d'avoir la personne à côté de toi, mais d'avoir un dashboard qui soit clean et qui te dise ok, bon bah voilà, mon support client il est là et j'ai toutes mes analytics qui me permettent d'ajuster le tir et de comprendre que 20% des gens me contactent pour savoir pourquoi leur commande n'est pas arrivée alors que c'est une précommande. Là, nous, ce qu'on dit concrètement à Larry, c'est ça fait chier de te facturer là-dessus, et tout notre play, c'est justement d'associer tech et humain pour arriver à automatiser ses réponses et laisser l'agent l'empreinte humaine là où elle a le plus de valeur, quoi. Dans le conversationnel, dans la même expérience que tu as quand tu rentres dans un hôtel 5 étoiles. Mais si tu vas au bout de ton raisonnement, automatiser, ça veut aussi dire automatiser vraiment. Et là, c'est là où, tu vois, automatiser avec un chatbot. Parce que quelque part, cette réponse toute simple à une question toute simple, elle peut autant être répondue par un agent de OnePilot que finalement, et je pense que Pierre l'admettra, que par un chatbot. Bien foutu. Mais ce débat est absolument génial et on en parle vraiment toute la journée. T'as numéro 1, ton chatbot, t'as un enjeu de le paramétrer aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que tu disais au début. Ton arborescence, t'as intérêt à la paramétrer. Numéro 2, ton chatbot, franchement, on le prône à nos clients, mais on les pousse, quoi. Les premières, deuxième, troisième interactions, allez-y, mettez un petit chatbot qui vous permette de catégoriser le ticket pour l'assigner au bon agent, qui nous permet de prioriser la demande en fonction de son caractère d'urgence. C'est génial. Mais derrière ça, c'est si après cette première, deuxième, troisième interaction, t'as personne pour répondre, tu crées une friction. Et en fait, le but du jeu pour nous, c'est d'associer vraiment tech et humain, mais je le répète, c'est vraiment notre raison d'être, pour dire que tu vois, l'agent, c'est vraiment un rôle de validation, de supervision de l'IA, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de construire nous, du moins. C'est intéressant cette thématique autour de tous les trucs qui sont récurrents, et en fait de toutes les demandes que tu peux soit automatiser, soit standardiser d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est une banque de connaissances que vous avez, un endroit où tu tapes ta question et tu as la réponse qui est déjà écrite? En ce qui me concerne, ouais, j'ai créé des sujets sur Zendesk et j'en rajoute régulièrement sur des questions récurrentes. Et effectivement, quand la personne va taper sa question dans la petite bulle Zendesk, si c'est un sujet récurrent, la réponse va tomber tout de suite. Et après, donc ça, j'élimine énormément de mails avec ça. Et après, j'ai pas de mail automatique quand c'est des mails, mais par contre, on a des templates de réponses, donc ça prend vraiment 2 secondes pour un agent à répondre sur des trucs hyper récurrents. C'est pour ça la question je me posais, mais ça peut-être on en parlera une autre fois, mais c'est vous facturez la même chose pour des questions récurrentes et des questions plus complexes? En simple, donc non, en fait, donc nous le but du jeu c'est exactement le taf que tu as fait. Donc c'est identifier les questions les plus récurrentes, favoriser le self-service en mettant dans ton Help Center un maximum d'articles, en mettant 1 ou 2 interactions par bot. Ça c'est complètement notre objectif aussi. Et en fait, le moins de temps passe ton agent à traiter un ticket, le plus il est productif. Et donc, tu peux associer des agents qui sont utilisateurs de ta solution, qui est schématiquement ton voisin, avec toute cette intelligence-là,
pour lui permettre de délivrer en qualité à des tarifs qui soient compétitifs. Et en fait, nous, l'écueil qu'on avait sur l'externalisation historique, c'était que la majorité des acteurs te priçaient à l'heure. Donc c'était considéré comme un poste de coût. Ils te pricent à l'heure, raison pour laquelle ils externalisent assez loin, avec une main-d'œuvre qui est moins chère, le ticket. Et en fait, quand tu raisonnes comme ça, c'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt d'opérer la productivité de tes agents ou de maximiser l'efficacité des process de tes clients. Et c'est pour ça que nous, on price à l'acte. Évidemment, donc, on a un pricing simple, transparent, qui est sur notre site. Et on ajuste quand c'est des durées moyennes de traitement qui sont soit très longues, soit très courtes, pour vraiment jouer nos intérêts avec les vôtres, les gars, parce que il n'y a pas d'engagement, pas de frais de setup, pas de coût caché, que dalle. Donc, si tu es content, tu continues, on délivre. Si tu n'es pas content, on arrête. Donc, c'est vraiment arriver à aligner les intérêts et à laisser la machine automatiser ce qu'elle peut automatiser, avec cette petite touche humaine qui t'apporte ce petit effet waouh et qui fait qu'un client reste à vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et si on part du postulat que chaque question doit trouver une réponse, quelque part, ce que tu demandes à ton service externalisé, que ce soit OnePilot ou un autre, mais en fait, c'est exactement les demandes que tu peux demander à tes équipes en interne. C'est-à-dire que ton équipe en interne aussi, tu la paieras exactement la personne, tu la paieras exactement de la même manière, que ce soit une question simple et une question extrêmement complexe. Elle va une fois pouvoir répondre en 4 secondes et une fois répondre en une demi-heure, mais elle aura le même salaire à la fin du mois. Donc finalement, c'est un petit peu la même démarche. Mais moi aussi, ça me frustrait au départ, parce que je me souviens que je parlais avec Pierre les premières semaines, les premiers jours, et j'essayais de comprendre pourquoi j'adore votre collection, merci, je payais exactement la même chose que quelqu'un qui dit j'ai passé une précommande le 3 novembre, on devait me rembourser de 640 €. Voilà, et j'essayais de comprendre pourquoi. Et en fait, je me suis dit que si ces questions m'étaient arrivées en interne, j'aurais eu les mêmes problématiques, j'aurais eu le merci et j'aurais eu la demi-heure passée sur l'autre truc. Donc l'externalisation, c'est juste un cap à franchir. Mais vraiment, moi je suis très content de l'avoir fait, que ce soit OnePilot, et pour le moment je n'ai bossé qu'avec eux, mais ce que je veux dire c'était un blocage que j'avais à l'intérieur de moi-même, mais en réalité tu verras que voilà, on est confronté à la même chose en interne qu'en externe, c'est ça la vérité. Si l'externe est bien fait, voilà, c'est ça la vérité. C'est un super point, et en fait, j'ajoute à ça, tu vois, quand je dois recruter des sales en interne et que je dois les former, je me mets un peu près comme tu devais faire, quoi. Je le prends à côté de moi, on fait des mails ensemble, on fait des démos ensemble, etc. Et du coup, c'est vraiment en interne, c'est parce que nous, on arrive à industrialiser la formation des agents, à faire de monter en compétences et de faire monter 30 agents en un mois sur un compte, quoi. Mais c'est parce que c'est notre métier que vraiment on essaye d'automatiser à maxima toutes nos opérations et de réduire l'empreinte humaine à maxima et l'allouer là où elle est la plus pertinente, que on s'en sort. Et c'est aussi l'un des avantages externalisés, c'est que notre métier, c'est vraiment d'avoir cette matrice de process et de vous faire entrer dedans, quoi. Il y a un défaut à OnePilot, je vais quand même donner un défaut ce soir. Ça manque quand même d'ultra personnalisation. C'est-à-dire que si tu avais un client demain qui dépensait chez toi 25-30 000 € sur une saison, tu voudrais que ce soit toi qui lui réponde en interne peut-être plutôt que OnePilot. Ça, c'est vrai. Donc si tu as un segment VIP, si un jour tu crées, moi je pense à créer un segment VIP, à traiter d'une manière différente, en tout cas pas mieux ou moins bien, mais différente des clientes qui chez moi investissent énormément, dépensent, reviennent. Je suis pas sûr qu'en l'état, que ce soit OnePilot encore une fois ou quelqu'un d'autre, je le confierais à l'extérieur de ma marque, quoi. Donc ça, c'est vrai que l'ultra personnalisation dans un cas ultra précis qui serait vraiment du VIP, je me poserais 2 fois la question avant de confier ça à qui que ce soit d'ailleurs, plutôt qu'à moi et à quelqu'un que je pourrais superviser ou en qui je fais confiance et qui est vraiment à côté de moi, quoi. Je vais juste terminer par vous poser la question de la stack technique que vous utilisez, parce qu'on a mentionné plein de logiciels, donc Zendesk, Gorgias, OnePilot évidemment, etc. Aujourd'hui, vous avez benchmarké quoi et c'est quoi selon vous genre le minimum viable stack pour faire des services clients? Donc en logiciel, moi j'utilise du coup Zendesk aussi. Moi aussi j'utilise Zendesk. J'utilise WhatsApp dans mon SAV. Donc voilà, Zendesk, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook. En vrai, on parle beaucoup de Zendesk, mais moi j'ai beaucoup de tickets qui rentrent de plein de biais différents, et je pense que ça aussi c'est vachement important. En fait, quand tu dis c'est quoi le minimum, le minimum c'est d'avoir un compte Instagram sur lequel tu peux répondre aux messages, d'avoir un compte WhatsApp sur lequel les gens ils peuvent t'appeler directement et t'envoyer des messages un peu comme s'ils envoyaient un message à un pote, Messenger pour les gens qui sont sur Facebook, les mails, et d'avoir une petite bulle sur ton site ou un endroit sur ton site où les gens peuvent venir poser leurs questions ou faire un mail. Enfin, ça, en tout cas, à mon stade, j'ai l'impression que c'est le minimum pour pouvoir faire du SAV avec une expérience client qui soit vraiment complète. Après,
Moi, j'ai pas de chatbot, j'ai pas de petite bulle avec un mec en vidéo qui raconte des choses. Je suis pas arrivé jusque là. Mais voilà, le strict minimum, c'est ça, quoi. Et tous ces canaux-là, tu les as tous syndiqués dans Zendesk? Ou ton agent, il oscille entre WhatsApp, Instagram, etc.? Alors, le WhatsApp, je l'ai pas encore plugué avec Zendesk parce que on a essayé de faire le truc, mais c'est pas que c'était compliqué, mais c'était pas adapté à nous. Mais par contre, tout le reste, oui, tous les réseaux sociaux, tout arrive dans Zendesk, tout est centralisé, et il y a juste le WhatsApp, voilà, en gros. L'agent en boutique et l'agent au bureau, ils ont chacun un téléphone et ils gèrent tous les deux les trucs rentrants. Et tu as fait le lien entre ton back-office, ton CMS, comme dirait Théo, et ton Zendesk? Ouais. Du coup, ça, c'est génial parce que quand mon agent répond à la question, il a tout de suite l'historique des commandes et la réponse, elle est immédiate. Et donc, moi, j'ai un numéro WhatsApp et les gens appellent directement sur le numéro. Les gens appellent sur le numéro sur WhatsApp, ouais. Et ça, pour moi, ça, c'est un truc. WhatsApp, c'est incroyable parce que quand tu voyages, quand tu vas à l'étranger, que tu te retrouves dans un hôtel et que tu veux commander une pizza ou n'importe quoi, t'as des comptes WhatsApp, tous les restaurants ont des comptes WhatsApp, tu veux demander n'importe quoi à n'importe quelle heure, tu vas sur WhatsApp et t'as quelqu'un de physique qui te répond tout de suite. Et en France, au final, c'est très peu développé, le service client sur WhatsApp. Et pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous va le mieux parce que l'idée avec For Life, c'est d'être proche de nos clients et de donner l'impression aux clients que quand ils contactent For Life, bah, ils pourraient contacter quelqu'un qu'ils connaissent pour lui demander des conseils ou lui demander des infos. Et je trouve que c'est vraiment ce que donne, c'est le sentiment que donne WhatsApp, quoi. Quand tu es sur WhatsApp, on a tous un groupe familial sur WhatsApp, quoi. Tu vois, c'est le truc, je trouve, qui rapproche énormément, quoi. Enfin, tout dépend après, évidemment, de ton persona et de la personne que tu adresses. Si tu es à 65 ans plus, enfin, peut-être 70, 75, ils seront un peu moins, mais... Ouais, non, mais carrément. Nous, la cible, je veux dire, 100% de nos clients en WhatsApp, quoi. Top. T'avais pas de logiciel à ajouter, Pierre, parmi tous ceux qui ont été mentionnés? Non, c'est vraiment ça. Ticketing, Zendesk, Crisp, Gorgias. C'est faciliter la collaboration entre agents. C'est syndiquer tes canaux de communication pour qu'ils soient plus efficaces. Back-office, donc CMS, Shopify, Magento, PrestaShop, e-commerce. Centraliser toutes tes ventes. Ensuite, ça, t'as une panoplie d'outils qui gravitent autour. Et pour répondre à ta question de la page blanche, avec une demi-heure de retard, je dirais, traiter ses tickets tout seul, parce que c'est dur. Traiter les tickets de support client, c'est super dur. 2, choisir le bon outil de ticketing. 3, avoir une base de connaissances, mais une horloge suisse, donc millimétrer, mapper tous les cas possibles et imaginables qui peuvent tomber pour que la formation des agents soit assez clean. Et 4, un dashboard avec toutes les raisons de contact, avec le split, alors demande d'avant-vente, d'après-vente, de paiement, etc., pour t'emmener vers le Saint Graal qui est être capable de faire le lien entre un ticket de support client et une vente générée. Et donc de calculer ce vrai ROI, ce retour sur investissement. 1 euro investi en support client est égal à 3, 4, 10, 20 euros de chiffre d'affaires en plus. Bon, merci beaucoup, on va pouvoir s'arrêter là. Je sais pas si vous avez des recommandations de ressources. Moi, je sais qu'il y a un bouquin que j'ai lu, je sais pas pourquoi je l'ai lu parce que je fais pas de service client, mais c'est l'obsession du service client. J'avais trouvé très cool. Bref, si vous avez des ressources que vous recommandez, peut-être des blogs ou quoi, on peut peut-être closer là-dessus. Ensuite, je vous laisse partir. Dans la mesure où moi je suis un client ultra chiant, je suis mon propre baromètre, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce que j'aimerais bien qu'on me fournisse comme service client, c'est ce que je voudrais fournir à mes clients. Donc évidemment, on peut lire à droite à gauche, on peut s'inspirer aussi de ce que font les autres, hein, les marques qu'on suit, qu'on aime, et dont on voudrait avoir la même capacité à servir leurs clients. Mais grosso modo, c'est un service client, celui qu'on attend pour soi-même, quoi. C'est un très bon service client. Ouais, moi, pour reprendre ce que disait Pierre, alors, je sais plus quelle était la stat, mais qu'il y a un maximum de, je sais plus quel pourcentage, disait qu'on avait parlé d'une marque à travers son service client. Je sais plus ce que c'était la stat, mais c'est 60% des gens qui ont une interaction avec un support client en parlent à leur entourage.
soit en bien ou en mal. Et je pense que ça c'est un très bon indicateur quoi. Quand on vous parle d'un service client d'une marque, je pense que ça vaut le meilleur blog quoi. Faut aller tester, passer une commande, voir comment ça se passe, comment est le service client, parce que je pense qu'il y a plein de super exemples déjà existants dont il faut s'inspirer et qu'il faut améliorer. Moi, si j'avais évidemment l'obsession du service client, c'est une bible quoi. Et le gros résumé, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé le chat en se disant je répondrai en moins d'un quart d'heure par mail, parce que quand tu parles avec un support par chat, t'attends une réponse instantanée, ce qui est opérationnellement super compliqué à offrir, alors que si tu dis parlez-moi par mail et que tu réponds en moins d'un quart d'heure, t'as aucune attente côté utilisateur final, et donc tu fais un vrai effet waouh. C'est le gros truc que j'ai retenu de ce bouquin, qui était quasiment la jeunesse de OnePilot. Et sur les groupes Slack, moi sur les ressources, j'échange pas mal sur Support Driven et le groupe Les Vrais Gens sur Slack, où il y a tous les meilleurs Head of Care de France et du monde d'ailleurs, qui interagissent et qui se partagent un maximum de bonnes pratiques. Donc si vous cherchez à échanger avec vos pairs, allez-y, c'est vraiment top. Merci beaucoup. On va s'arrêter là où je vais donner rendez-vous à nos auditeurs dans le prochain épisode des Brut e-commerce. J'espère que vous avez apprécié celui-là. Si c'est le cas, vous connaissez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, etc. Tout, la totale. Un petit like si on est sur YouTube. Et plein de bisous. Ciao!